Voilà qui nous installe, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans l'entretien de ce dimanche qui, comme on vous le disait, sera consacré en substance, comme dans les autres rubriques, au bilan des 6 ans de pouvoir du chef de l'État, Patrice Talon. Sur cette tranche, je suis avec l'ancien ministre de Feu général Mathieu Kérékou. Il s'agit de M. Alain Adiou, actuellement membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Il est économiste de formation. M. Adiou est consultant international en développement organisationnel et gouvernance. Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'entretien, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, on va parler en substance de cet anniversaire qui a été, qu'on continue d'ailleurs de célébrer puisque la date même c'était le 6 avril dernier. Cela faisait 6 ans donc que le chef de l'État Patrice Talon est au pouvoir. Alors, monsieur Adiou, vous qui êtes un acteur politique, ça fait 6 ans que Patrice Talon a mis en branle ses actions pour révéler d'abord le Bénin, aussi bien aux Béninois qu'aux pays du monde. Comment vous avez passé ces 6 dernières années? Autrement dit, le Bénin n'a-t-il pas changé ces 6 dernières années? Je ne vous le cache pas, madame la journaliste, quand j'entends le slogan « révéler », cela me fait sourire un peu. Mais je ne veux pas le commenter, ce slogan-là. Je ne veux pas le commenter. C'est vrai que le Bénin est un tout petit pays de l'Afrique de l'Ouest et que beaucoup dans le monde ne le connaissaient pas, mais c'est quand même pas un pays inconnu. C'est quand même pas un pays inconnu, mais volontiers... Inconnu peut-être de nom, mais quand la visibilité en réalité, la maîtrise du pays... Nous avons quand même tenu la conférence nationale en 1990. Le président de la République actuel... Ça, c'était dans un contexte que vous connaissez que trop bien, d'ailleurs, le président de la République en fonction actuellement est arrivé en 2016. Le Bénin était quand même connu, applaudi au plan international au lendemain de la conférence nationale. C'est le tout premier pays africain à être passé du régime presque dictatorial, en tout cas militaro-dictatorial, à un régime pacifiquement obtenu de renouveau démocratique. Et les gens ont applaudi, le monde entier a applaudi. C'est pas sous Patrice Talon que ça a été fait. C'était quand même l'occasion de révéler le Bénin. Et puis, à l'occasion justement de l'élection du président de la République, le président Talon, beaucoup ne pensaient pas que le régime ancien, le régime qui le précédait, pouvait partir presque facilement comme cela. Le Bénin s'est encore révélé à cette occasion-là. C'est vrai que les élections dans le régime démocratique ne disent pas tout. Il n'empêche que je comprends très bien ce que vous dites et ce que les gens mettent sous le vocable Bénin révélé. Et comme je l'ai dit, je le leur concède. Vous savez, la question que vous avez posée, elle est importante. Faire le bilan. Normalement, si les dates n'avaient pas changé à cause de la relecture de notre Constitution, c'est le 6 avril. Le 6 avril, c'était quand même une date importante. C'est une date historique. Au départ, c'était le 4 avril. Et après, c'est passé le 6, parce que justement, Mathieu Kérékou, à un moment donné, n'a pas prononcé tout le serment. Hein? Et c'est le 6 que la Cour constitutionnelle a invité de nouveau. Il l'a fait et on est passé du 4 au 6. C'est vrai, mais il n'y a pas de date fétiche. C'est justement ce que j'allais dire. Si on n'est pas passé du 4 au 6, nous pouvons passer du 6 avril à une date de mai. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce que je veux dire, en 2016, c'était extraordinaire, hein, ce qu'on avait vécu. Vous vous en souvenez vous-même, Madame Touboula. C'était extraordinaire. De grandes attentes. Et puis, on voulait voir ce monsieur dont on avait dit, son prédécesseur avait dit pas mal de choses, ne le prenez jamais, non, 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 etc. Ah oui, mais l'homme d'affaires qui va venir... Mais tout le monde, je me souviens encore, excusez-moi de le dire comme ça, c'est elle qui est dans ma tête, non, c'est elle qui a le vent en poupe, c'était un slogan.
c'est tel candidat qui a le vent en poupe, mais c'est tel autre qui est dans mon cœur. C'était tellement beau. Au soir de l'élection du président Talon, je connais beaucoup de gens qui ont pleuré. Le Bénin était-il capable de faire ça? Les Béninois étaient-ils capables de faire ça? C'était de l'inédit, c'était beaucoup de curiosité, beaucoup d'attentes. De grandes promesses aussi étaient faites par le nouveau chef de l'État. Je me souviens, à Porto-Novo, euphorie totale lorsqu'il a dit, à Porto-Novo, il n'a pas dit ça exactement, mais il a repris ça après. Je ferai le job en un seul mandat. C'était tellement beau, tellement fort. Et puis après, à l'exercice du pouvoir, lui-même a dit dans l'une de ses interviews que le pouvoir l'a transformé, que le pouvoir l'a changé. Et ce n'était pas faux. À l'exercice du pouvoir, donc, les promesses ont commencé à s'émietter, petit à petit, petit à petit. Si on demandait aux Béninois aujourd'hui quelle est la situation, qu'est-ce qu'ils ressentent, vous savez très bien, ils vous diront, on ne s'attendait pas à tout ça. Mais c'est arrivé. Mais moi, je ne veux pas parler comme les Béninois ordinaires, parce que vous avez dit, je suis économiste. Je voudrais m'attarder sur deux grandes préoccupations majeures. Les réformes administratives et les réformes économiques. Je ne vous le cache pas, comme beaucoup d'autres, je salue les réformes administratives. Ces réformes-là, il y a deux principales que j'ai retenues. La réforme de la pension des retraites. Et puis, la réforme portant dématérialisation et numérisation des différents services offerts en ligne. C'était des réformes attendues qui ont tardé à être mises en place, qui sont donc saluées, que j'applaudis. Et je félicite sincèrement tous les acteurs, à commencer même par le chef de l'État, et notamment le ministre en charge de la fonction publique. Ça a simplifié beaucoup de choses aujourd'hui. Ces réformes participent de la modernisation de notre administration publique. Je prends les réformes économiques. Peut-être que les gens n'en parlent pas souvent, mais on vit ces réformes, en tout cas pour ceux qui sont avertis. Vous savez, dans un pays, l'embellissement d'un pays, la modernisation d'un pays, ça ne traduit pas automatiquement le développement du pays. Ça peut être des préalables sous certaines conditions. J'y reviendrai. Je prends donc les réformes économiques. Il y a ce qu'on appelle la dynamique des systèmes de production. Notre pays est toujours qualifié de pays à budget fiscal. Et le chef de l'État, plus que ses prédécesseurs sûrement, a mis l'accent sur la diversification de la production économique, donc de l'appareil de production. Donc la modernisation de l'appareil de production pour que nous puissions passer progressivement du fiscal pur à la production de richesses. Je prends par exemple tout ce qu'il porte comme préoccupation par rapport à l'industrie touristique. C'est un changement notable. Quand cela va vraiment réussir, on va applaudir, n'est-ce pas? Mais pour le moment, il met les puzzles en place. Mais ce qu'on prend en considération, ce que j'ai appris tout à l'heure, la dynamique des systèmes de production. Production de quoi? Production de richesse. Il n'y a pas de développement, que ce soit économique, culturel, j'en passe, sans production de richesse nationale. La production de richesse, ce sont les acteurs qui produisent la richesse. Ce qui est important, ce n'est pas le changement des systèmes de production. Ce qui est important, ce n'est pas la modernisation des systèmes de production. C'est important,
modernisation et transformation. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Ce qui est important et déterminant, c'est la manière dont les systèmes de production, donc où la dynamique des systèmes de production est mise en place. La manière dont c'est fait. Quand on prend un pays qui se bat pour mettre en place les conditions de création de richesse, on regarde qui produit. D'accord. On regarde qui gère ce qui est produit. On regarde comment est-ce que ce qui est produit est réparti. Le qui gère, pardon, le qui produit, il suffit de regarder. Dans notre pays aujourd'hui, quand on prend les acteurs de production, le qui produit, la réponse est très claire. Ce sont quelques personnes qui produisent. Or, normalement, on appelle le changement des rapports sociaux de production. Les rapports sociaux de production concernent surtout les acteurs de production au sens global. Quand on prend les deux fonctions principales, qui produit et qui gère la production, ce n'est pas tout le monde. Je vais vite en le disant, mais vous me comprenez, ce n'est pas tout le monde. Quand on prend qui répartit la production, c'est encore presque personne en dehors de quelques-uns. Donc, quand vous parlez de répartition, vous l'évoquez en quel terme? Je vais essayer d'être un peu plus explicite. Quand vous produisez la richesse, pour qu'il y ait développement, il faut qu'au plan national, il y ait ce qu'on appelle l'accumulation de la richesse produite. Et l'accumulation de la richesse produite doit servir à la reproduction de la richesse. On appelle ça la reproduction élargie. Comme on disait à un moment donné dans notre pays, la richesse doit produire la richesse. La richesse doit produire la richesse pour que nous ayons suffisamment de surplus économique, et la richesse qui est produite doit être renouvelée de façon élargie pour qu'au plan national, nous ayons suffisamment de ressources pour financer notre développement par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Donc, ce processus de création de richesse, de contrôle de richesse, donc gestion et répartition, ce processus doit être normalement maîtrisé par l'espace national, les acteurs. Et vous savez qu'en économie, il y a plusieurs acteurs économiques. L'État n'est pas le moindre des acteurs. Mais quand on prend les réformes économiques dont je suis en train de parler sous la gouvernance du président actuel, on observe quoi? Que ceux qui produisent, qui contrôlent la richesse, c'est une infime partie. Ce sont des nationaux, pour la plupart, mais ça ne suffit pas. Ce sont des gens qui produisent, mais ce n'est pas au bénéfice de l'ensemble du pays. Si vous voulez, je vais prendre quelques exemples, même un seul exemple plus précis. Prenez le secteur des hydrocarbures. Ne serait-ce que ça. Avant, nous avions une société nationale. On pouvait estimer, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on pouvait supposer que le propriétaire, entre guillemets, étant l'État, donc étant la communauté nationale, que la richesse que ce sous-secteur économique va dégager va être contrôlée par tout au moins quelqu'un au nom de l'ensemble. Mais quand vous prenez aujourd'hui ce sous-secteur des hydrocarbures, ce n'est pas. La gestion, le contrôle, la production, aucune de ces fonctions n'est sous le contrôle du plus grand nombre. Ce sont des acteurs privés, nationaux. Le meilleur que le pays peut gagner, c'est des ristournes. J'appelle ça ristourne. C'est ce que les sociétés peuvent mettre dans le budget national. Oui, je voulais dire, l'exemple que vous donnez, vous maîtrisez ce qui nous a conduit à justement à la
dissolution de cette Non, société-là. ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Vous savez, sous le président Talon, et là, c'est une vérité, tous les diagnostics, parce que ce n'est pas sous lui seul que les diagnostics étaient posés. Il y a des diagnostics qui étaient posés depuis longtemps. Les diagnostics posés sont des diagnostics objectivement posés. C'est des diagnostics sincères. Là où il y a problème, c'est les solutions apportées. Les diagnostics posés, ce sont les problèmes. Les problèmes qui étaient posés avant le président Talon, c'est des problèmes nationaux, de différents secteurs que nous connaissions. Il est arrivé, les siens et lui ont actualisé ces diagnostics-là et ils ont décidé, c'est normal, le chef de l'État doit, avec son équipe, travailler. Donc, la mise en place des solutions. C'est au niveau des solutions qu'il y a eu des difficultés. Je suis d'accord avec vous que la Sonacop n'était pas correctement gérée. Est-ce que cela veut dire que pour mettre en place une ou des sociétés d'hydrocarbures, il faut passer d'une propriété, disons, collective, appartenant donc à la nation, à une propriété strictement privée? Ce qui est important pour l'économiste spécialiste du développement que je suis, ce n'est pas qui produit la richesse. Ce n'est pas qui gère la richesse seulement. C'est surtout qui contrôle la richesse. Et aujourd'hui, la conclusion, c'est ce n'est pas l'ensemble des Béninois. Ou du moins, ce n'est pas fait au nom des Béninois. C'est pour des intérêts privés. Cela donne quoi comme crainte? Que demain, l'économie nationale soit entièrement privatisée. Si tous les secteurs de l'économie nationale sont contrôlés par des structures privées, c'est que, je ne dirais pas que nous aurons seulement nos yeux pour pleurer. Mais quand vous le dites comme ça, M. Adiou, quand vous le dites comme ça, est-ce que votre suggestion aurait été de continuer peut-être à naviguer à vue alors que le secteur n'est plus productif? Où il y a plus de profit, il y a plus de... Je comprends la question. Mais j'étais en train de vous dire qu'à l'heure actuelle, le risque de la façon dont nous appliquons le libéralisme économique, parce que c'est ça la question qui est cachée derrière, le risque, c'est que l'économie nationale soit privatisée. Et nous sommes en train de toucher le début du fond. Nous sommes en train de mettre en place une économie libérale. C'était une décision de la conférence nationale, M. La conférence nationale avait demandé que nous sortions d'une économie entièrement sous contrôle à une économie libéralisée. Mais l'économie libérale a plusieurs facettes. Dans l'économie libérale, il y a aussi ce qu'on appelle l'économie humaine ou humaniste. On ne libère pas tous les secteurs pour le plaisir de libérer tous les secteurs au détriment des intérêts de l'homme, parce que c'est l'homme qui est au cœur du développement. On produit la richesse pour l'homme. Donc, la richesse produite dans un pays doit être au service de l'humain. Économie humaniste. Donc, il faut humaniser un peu le libéralisme économique. C'est ça la grande faiblesse de la gouvernance économique du président Talon. Mais est-ce à dire que ceux qui font le travail sont si incompétents, M. Adiou? Mais est-ce que je suis en train ce sont des économistes. Est-ce que je suis en train de dire qu'ils sont incompétents? Non, vous ne l'avez pas dit, mais assure un peu votre analyse, c'est que, à moins que vous ayez des pensées cachées que vous n'extériorisez pas là tout de suite. Je suis en train de montrer les faiblesses, les insuffisances qui sont dans le système économique que nous sommes en train de mettre en place. Et le risque que l'économiste spécialiste du développement que je suis, le risque qui pointe à l'horizon, c'est que l'économie nationale soit entièrement contrôlée par les intérêts privés. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Mais quand vous le présentez comme intérêt privé, tout le monde le ressent. Tout le monde le ressent. Je reviens toujours à ce sous-secteur des hydrocarbures. Il y a 3 grandes fonctions au niveau des hydrocarbures. Il y a l'importation, il y a le stockage et il y a la distribution. Hier, sous d'autres régimes dans notre pays, l'importation et le stockage étaient contrôlés pour l'intérêt du grand public, pour l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire
que ce n'était pas le privé qui s'occupait de ces deux grandes fonctions. Importation, parce que vous voyez, puisque nous ne produisons pas les hydrocarbures chez nous, que nous devons les acheter, il y a des moments où le dollar coûte moins cher. Oui. Il y a des moments où le prix du baril du pétrole coûte moins cher. Quand on prend les deux, le dollar et le prix du baril, un État peut décider d'acheter une très grande quantité, d'importer donc une très grande quantité d'hydrocarbures. Tout dépend des négociations. Quand il achète la très grande quantité, donc fonction importation. La deuxième fonction, c'est la fonction stockage. C'est qu'il a en place des infrastructures pour stocker. Et une fois qu'il a stocké, si le dollar augmentait, si le taux du dollar changeait en défaveur de ce qu'il était avant quand l'État achetait, ça arrange qui? Celui qui a déjà acheté. Si le prix du baril changeait, augmentait, ça arrange celui qui a acheté. Donc, les fonctions d'importation et de stockage, c'est bon que ce ne soit pas seulement l'opérateur privé qui contrôle ça. Parce que si c'est seulement l'opérateur privé qui contrôle, au moment où lui l'a acheté, il a fait une bonne affaire ou de bonnes affaires. Mais quand sur le marché, le produit, les hydrocarbures vont flamber, leur prix va flamber, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il va vendre au prix tel que ce serait le prix courant. Qui va gagner le plus? C'est lui qui va gagner le plus, puisque lui a la fonction commercialisation, la fonction distribution. Vous voyez? Donc, dans presque tous les pays du monde, pour ne pas dire dans tous les pays du monde, il y a une grande partie de la fonction régalienne, du pouvoir régalien de l'État qui joue dans ce sous-secteur des hydrocarbures. Or, chez nous, ces trois fonctions sont complètement libéralisées. Importation, stockage, distribution. C'est entièrement libéralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les consommateurs, à la fin de la chaîne de ce produit-là ou de ces produits-là, nous dépendons entièrement. Nous dépendons entièrement du marché et du marché contrôlé par les intérêts privés. Ce qui est grave, parce que ces produits sont quand même des produits stratégiques qui rentrent dans la production de beaucoup d'autres secteurs. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire. Si certains secteurs vitaux de l'économie nationale ne sont pas tout au moins co-gérés par les intérêts privés, les intérêts publics, alors ce que moi, le rôle qui est le mien, ou du moins le rôle, c'est une façon de parler, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est vrai que les amis qui gouvernent, ils le savent bien. Ils le savent, mais eux, ils ont fait l'option de l'économie libéralisée complètement. Moi, comme eux, je le sais, mais moi, je fais l'option d'une économie libérale, mais qui tient compte aussi des intérêts de l'humain. Vous, en tant qu'économiste, vous avez choisi peut-être votre stratégie par rapport à ce secteur que vous avez évoqué si bien. Mais la stratégie adoptée par le gouvernement, eh bien, c'est celle-là qui peut-être va arranger, je crois, tout le monde. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucun intérêt des citoyens derrière. C'est tout comme si c'est juste le capitalisme et sans rien d'autre. Nous y voilà justement, Madame la journaliste. Si cela arrangeait tout le monde, on ne serait pas en train de crier aujourd'hui. Si ça arrangeait tout le monde, on ne serait pas en train de crier aujourd'hui. Les dirigeants, nos dirigeants, auraient déjà vu venir et auraient pris les dispositions. Mais cela a été vu, justement, de l'analyse, puisque vous avez certainement suivi cette sortie de l'Agentier national. Eh bien, tout économiste qui voit un peu l'évolution du marché sait qu'on en arriverait là, justement. Et puis, vous connaissez également toutes les conditions qui nous ont amenés à cette situation. En dehors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'économie qui a repris pratiquement dans toutes les nations vient s'ajouter cette fois-ci la guerre que vous connaissez en Russie, et puis ou le conflit, si vous préférez, russo-ukrainien. Tout ça, c'est des causes exogènes qui ont été, bien sûr, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que le ministre Ouadaï a dit au nom du gouvernement. Je ne sais pas si il a convaincu, tout le monde. En tout cas, personnellement, je n'ai pas été entièrement convaincu.
parce que justement, je l'attendais sur une question qui lui a été posée, question qu'il a esquivée, je vais y revenir. La cherté de la vie, ce n'est pas dû seulement à la pandémie du Covid. La cherté de la vie, ce n'est pas dû seulement à la pluie. La cherté de la vie, ce n'est pas dû seulement à la guerre en Ukraine. Ce n'est pas dû non plus seulement au terrorisme. J'ai pris ces quatre causes supposées parce que ces quatre causes sont sorties respectivement de la bouche de nos dirigeants. Le Covid, c'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit dans son discours sur l'état de la nation en décembre 2021. J'avais eu l'occasion de critiquer et de dire non, que c'était insuffisant. Les autres, je passe là-dessus. Mais ce n'est pas exclusivement et seulement chacune de ces causes-là qui nous a amené à la cherté de la vie. L'ensemble des causes, oui, ça y a contribué. OK? Et juste pour montrer, la Russie et l'Ukraine, ce sont les gros producteurs d'hydrocarbures. Donc, ce que j'ai dit là nous concerne demain. Ce sont des gros producteurs d'engrais. L'engrais que nous utilisons dans notre pays, en tout cas le plus usité, vient de l'Ukraine. Le ministre des Finances a bien dit que ça coûtait 10 000 francs et que ça va passer à 40 000. Ça veut dire que demain, nous aurons des problèmes aussi pour le secteur du coton. Oui. Donc, on aurait pu prévoir, mais ça c'est la guerre de l'Ukraine, ça fait 1 mois et demi que ça a commencé. On aurait développé dans le pays, on aurait pris, des mesures politiques, des mesures de production. Le secteur agricole, par exemple. Il est priorisé actuellement, M. Adjou. Il est priorisé. Mais quelqu'un a rappelé récemment, un autre avait rappelé en décembre, que nous avons mis l'emphase sur le soja. Et le soja, parce que, in fine, ça produit de l'argent. Vous voyez, quand ce qui est visé, ce n'est que la rentabilité financière, c'est ce que je disais, la rentabilité financière à outrance détruit la rentabilité non financière. Or, pour le développement, ce qu'on recherche, ce n'est pas d'abord la rentabilité financière. Quelque chose, un projet, peut ne pas être financièrement rentable, mais socialement, oui. Humainement, oui. Et le chef de l'État... Comment on soutient ce social si les finances ne sont pas disponibles? Je dis bien. La rentabilité financière est recherchée, particulièrement recherchée pour ce qu'on appelle les produits marchands. Vous voulez produire et vendre. Vous devez gagner de l'argent. La première des choses que vous cherchez avec votre banquier ou vous-même, c'est la rentabilité financière. Je mets 100 francs, ça me rapporte combien et en combien de temps? Le délai de récupération, le taux d'intérêt, etc. Le taux d'accumulation, etc. Ça, c'est la rentabilité financière. Mais quand vous prenez un projet de développement, ce que vous recherchez d'abord, ce n'est pas la rentabilité financière du projet. Vous n'allez pas faire le projet pour perdre de l'argent. Mais si vous avez un ensemble de projets, certains projets peuvent être financièrement rentables et d'autres pas. Mais l'un dans l'autre, ça va permettre d'avancer. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que la politique économique ou les différentes mesures de politique économique que la gouvernance actuelle a mises en place n'ont pas permis de prévenir de façon structurelle ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas encore tard. Le ministre des Finances l'a dit, moi je l'ai pris au mot, et j'essaye de surveiller un peu, de faire un peu la veille à ma manière, pour voir dans quelques jours comment ça va se passer. Sinon, écoutez madame, comment pouvez-vous comprendre? Le ministre des Finances nous a dit qu'il y a eu des réformes dans le secteur agricole. On applaudit. Que nous avons produit la saison dernière 1 600 000 tonnes de maïs. On applaudit. Que c'est largement au-dessus de la consommation nationale. On applaudit. Si c'est largement au-dessus de la consommation nationale,
C'est donc la différence qui va être vendue aux 3 pays limitrophes. Mais pourquoi ce n'est pas seulement la différence? Et ce qui est vendu a sûrement entamé ce qui devait être réservé pour notre consommation nationale. Pourquoi? Parce que justement, et le ministre l'a dit, les gens qui viennent des pays limitrophes, ils viennent en mettant le prix. Ça veut dire que sur place, nous n'avons pas une politique commerciale qui puisse freiner cette concurrence à la limite déloyale. Là, je ne vais pas vous arrêter, mais vous savez qu'il y a eu des actions dans ce sens, monsieur Aliou, puisque le gouvernement a eu à mettre des redevances justement sur cette forme d'action sur le marché pour pouvoir conserver les produits. J'en viens, vous avez raison, mais c'est arrivé après. Ce que moi je suis en train de vous dire, c'est, on dit que gouverner c'est prévoir. On dit gouverner c'est prévoir. Il ne fallait pas attendre. Le gouvernant ne doit pas attendre que les gens des pays limitrophes viennent nous faire cette concurrence déloyale avant de prendre les mesures. Et ça a fait quoi? Ça a fait que c'est en réagissant. Les autres sont venus, ont acheté en herbe ou bien ont acheté à prix d'or. Les paysans, pourquoi les paysans ou les producteurs agricoles ne devaient pas ne pas vendre? Mais ce n'est pas tout ce qui se fait non plus qui est mis, monsieur Aliou, sur les médias. Attendez, pourquoi les producteurs de maïs ne pouvaient pas refuser de vendre? Parce que justement, les produits qui sont importés, qui nous viennent de l'étranger, ont vu leur prix renchéri. L'État n'a pas mis en place de subventions. Donc, le producteur local, le producteur domestique, il a vu que son maïs, qui devait coûter 200 francs, par exemple, ne lui permettra pas, les 200 francs ne lui permettront pas d'acheter quelque chose d'autre. Prenez n'importe quel produit qui vient de l'étranger et qui a vu son prix doubler. Les médicaments, leur prix doublé. Telle autre chose, les prix ont doublé. Donc, le producteur local a tout de suite compris que les produits qui sont importés, leur prix étant renchéri, lui, s'il ne vend pas son produit local, son maïs, à un prix plus élevé, il n'aura jamais de ressources financières pour aller sur le marché. Parce que chacun de nous est producteur et consommateur. Le producteur de maïs, il est producteur de maïs, mais il est consommateur des autres produits qu'il ne fabrique pas. Et il va sur le marché. Si les autres produits, dont les produits importés, le sucre, le lait, le riz, etc., si ces produits-là coûtent plus cher, qu'est-ce que lui va faire? Il va forcément demander plus cher à ceux qui vont venir acheter, à ceux à qui lui va vendre. Donc, le producteur de maïs a raison de vendre ou de chercher à vendre son maïs plus cher. Dès que le gouvernant, qui a la boussole, qui doit donc prévoir, c'est que les produits importés coûtent plus cher, ça va entraîner telle conséquence au niveau des prix, flambée des prix, etc. Et que lui, il est là pour prévenir tout ça, c'est lui qui devait mettre en place la politique, de façon à ce que, quand les pays limitrophes vont venir, ils vont constater que. Mais ce que je suis en train de dénoncer, c'est que le gouvernement a attendu que les pays limitrophes viennent déranger notre vivre normal, si vous voulez, donc la vente plus ou moins régulière à prix non renchéri des produits locaux, avant de mettre en place des mesures. Je ne dirais pas que c'est médecin après la mort, parce que les mesures qu'ils ont mises en place ont produit des effets. D'accord? Mais ce que je déplore, c'est que ça devait être mis en place avant. Vous avez entendu le ministre de l'Économie et des Finances le préciser, et toutes les actions seront mises en branle pour pouvoir soulager la population. Alors, quand on prend en général la méthode de la gouvernance actuelle, M. Adiou, moi je vais vous demander si ce n'est pas celle qu'il fallait pour un pays du laisser-aller comme le nôtre. Je ne sais pas ce que vous appelez particulièrement le laisser-aller. J'essaye de comprendre. Ce que j'ai aimé et que je continue de retenir comme point positif dans la gouvernance actuelle, c'est le volontarisme. Le chef de l'État, pour certaines décisions, n'a pas attendu. Si vous voulez, je prends un exemple.
Vous avez dit à l'entame que j'ai été ministre sous le gouvernement, sous les gouvernements de Kérékou. Oui. Je me souviens à un moment donné avoir appartenu à une commission qui devait aider à préciser les chefs-lieux de départements dans 2 départements du centre, du sud, pas du centre, oui, du sud, côté Alada-Ouida et un peu plus loin, côté Dassa, Savais, etc. Nous avons travaillé sous la gouverne du ministre en charge de la Défense à ce moment-là et nous avons fait des propositions concrètes. Le chef de l'État, Mathieu Kérékou, a eu du mal à décider. De telles agglomérations peut devenir chef-lieu, du mal. Et pourquoi? Parce qu'il a pris en compte des considérations politiques. Il n'a pas fait. Je me souviens, à un moment donné, le ministre de l'Intérieur du président Soglo, pour ne pas le nommer Richard Adjako, paix à son âme, avait lui aussi travaillé dans ce dossier-là un peu après et avait fait des propositions. Sous le président Yahi, je crois que ça n'a pas été tranché non plus. Le président Talon est arrivé. Il n'avait plus besoin forcément d'une commission, puisque normalement, l'État étant une continuité, les dossiers étaient là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision de trancher. Il est allé à Ouida, il leur a fait des promesses. Il a dit, bon, ce ne sera pas vous. Il est allé plus loin, il a fait des promesses, il a dit, ce ne sera pas vous, etc. Donc, ça fait partie, cette volonté-là du chef, ça fait partie des qualités que l'actuel président de la République développe sur le terrain et je le soutiens pour ça. Il y a aussi, mais il y a des choix. Vous savez, moi je ne suis pas dans l'opposition parce que la tête du président Talon ne me revient pas. Ce n'est pas ça mon problème. Est-ce que ce que je suis en train de dire signifie que d'autres sont dans cette posture-là? J'en sais rien. Peut-être que plus loin dans le débat ou dans les échanges, on en parlera. Mais moi, je suis opposé au régime actuel parce que les choix de gouvernance, à bien des égards, ne me conviennent pas. Et je trouve que ce n'est pas seulement ne me conviennent pas, moi, Adi ou Alain, ce serait égoïste de ma part. Mais ce n'est pas ça. Mais ne devrait pas être ça. N'oubliez pas que tout à l'heure, j'ai applaudi les réformes administratives. J'ai dit oui, c'est une bonne chose. Mais par contre, pour les réformes économiques, j'ai relativisé. J'ai dit, là où le bas a blessé, c'est le choix. À partir du moment où le choix, qui est le fondamental, le déterminant, a des insuffisances, normalement, tout le reste doit en souffrir. Et c'est ce que je suis en train de dénoncer. Donc, oui, le chef de l'État a fait des choses. Pourquoi vous voulez que je répète ce qui est déjà suffisamment mis sur la place publique? Vous voulez que je dise que les routes, que ce n'est pas une bonne chose? Non, je vous parle de la méthode, M. Adjou. Je vous parle de la démarche, M. Adjou. Je vous parle de la structuration des actions. Je ne vous parle pas forcément d'applaudir. J'en arrive. Vous voulez que je dise que les infrastructures, que ce n'est pas une bonne chose? Non. Vous ne voulez pas ça et je ne vous dirai pas ça. Mais ce que vous demandez, c'est la manière de faire. Et je dis, dans la manière de faire, il y a des aspects qui sont positifs et des aspects qui ne le sont pas. J'ai donné des exemples par rapport aux réformes économiques. J'en ai d'autres, puisque je vous vois venir, les réformes politiques. J'ai parlé tout à l'heure de diagnostic. J'ai dit, les diagnostics sont pertinents. Pour la plupart, les diagnostics sont pertinents. Par exemple, la pléthore de partis politiques dans notre pays. Qui va dire que ce n'était pas vrai? Qui va dire que les partis politiques, c'était des partillons? Comme le monde, je ne sais pas si ça existe. C'était des partillons. Que c'était des clubs électoraux, comme le feu président Oumadegbe l'avait dit. Qui va dire que ce n'est pas vrai, comme diagnostic? Tout le monde reconnaît que c'est vrai. Que ce n'était pas véritablement des partis politiques. Qui va dire que
à partir du moment où on a posé ce diagnostic, que le souhait, c'est que nous ayons des partis politiques de grande d'envergure nationale, qui va dire que ce n'est pas bien d'avoir des partis politiques d'envergure nationale. Mais quand on a dit ça, dans la mise en œuvre, on peut déplorer lorsqu'on sait comment est-ce que certains partis ont été fortement appuyés pour nous donner aujourd'hui un seul parti à deux facettes. Moi, pour rigoler, je dis un seul parti qui s'appelle UPBR, mais pour être un peu plus sérieux, je dis UP et puis BR. Mais donc je dis, quand on sait, je suis après tout homme politique, quand on sait comment est-ce que ça a été mis en place progressivement, contrairement à d'autres qui n'ont pas vu cette main cachée pour être encouragés, on peut se poser des questions. Et je me les pose, ces questions-là. Ça fait partie donc de la manière. Donc, les diagnostics sont bons, les solutions, certaines sont bonnes, mais la mise en place a souffert, la manière de mettre en place a souffert. D'autres solutions ne sont pas bonnes. Comme la réforme politique vous tient bien à cœur, eh bien, allons-y, M. Adiou. Vous avez dit le diagnostic, il est bon, mais la mise en œuvre n'est pas forcément l'idéal. La réforme, elle est là, on la met en œuvre. Il faudrait bien la mettre en œuvre pour pouvoir évaluer, je vais dire, ce qu'il faut corriger. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Vous savez, les réformateurs, ce sont des visionnaires. Sont vraiment des visionnaires. Et, fausse modestie, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et souffrez que, en 30 secondes, et la réforme du système électoral dans notre pays, vous voyez, ce n'est pas fini. On continue de travailler à cela. OK? Et ça fait depuis des années, depuis 1999, que l'idée a été donnée. Et les gouvernements successifs travaillent pour que, au final, on puisse avoir quelque chose de bien. Et en attendant, ou du moins, profiter de ça pour mettre en place ce qu'on appelle le registre de population ou registre des personnes physiques. Voilà. Et vous savez ce que cela a coûté comme sacrifice, comme salive, comme sueur pour beaucoup. Et c'est ça, une réforme majeure, réforme importante. Donc, le réformateur, c'est un visionnaire. Ici, le système partisan, c'est le moins mal réussi au niveau des réformes politiques. C'est le moins mal réussi. Mais je n'ai pas dit que c'est le mieux réussi, j'ai dit le moins mal réussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons combien de partis politiques dans le pays? Nous en avons une quinzaine. 5. Bon, enfin, reconnus, oui. 15-16. Voilà, ça tourne 16-17. Voilà. Et autour du chef de l'État, il y a les deux qui participent au gouvernement, qui sont devenus aujourd'hui 3, avec le PRD, et les deux autres, Mouel et le parti de Mme Prudencio. Ça n'existe plus. Bon, qui normalement est fondu dans le BR, mais une ou deux fois, j'ai entendu des ténors de ce parti réclamer que, c'est pas, enfin, que ça existe, qu'ils peuvent aller aux élections. Bref, il y a donc ceux-là, j'étais seulement en train de citer les partis, n'est-ce pas? Il y a ceux-là, et la dizaine de partis qui, théoriquement, ne sont pas de la mouvance, dont un ou deux ne savent pas exactement s'ils sont mouvance ou opposition. Ils ont dit, bon, ni opposition, ni mouvance. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a 8 ou 9 partis qui se réclament de l'opposition. Moi, je mettrais en place, j'aurais mis en place, moi, comme réforme, des choses qui vont empêcher que nous tombions à nouveau dans des partis constitués
de façon plus ou moins fantaisiste. Vous savez l'histoire des partis politiques. On était parti, je crois, de 12 pour créer des partis politiques dans le bon vieux temps. Et aujourd'hui, nous en sommes à 1155 au niveau de chaque commune. Il faut avoir 15-15, si mes souvenirs sont bons. Dans la réforme, il y a des points qui se contredisent, dont les conséquences, des fois, s'éliminent ou des fois se renchérissent. Ce qui fait que ce petit sous-secteur politique qui aurait pu nous permettre d'avoir des partis politiques viables, ce n'est pas tout à fait le cas. Beaucoup aujourd'hui jurent que quand le président de la République va sortir de scène en 2026, que les deux partis qui le soutiennent principalement vont s'éclater. Est-ce finalement un problème des tests, M. Adiou? Ça, c'est la question. Puisque vous-même, vous l'avez dit, si c'était vous, le réformateur, vous auriez mis des balises pour qu'on évite ce qu'on avait fait. Mais apparemment, ce que vous dénoncez, c'est que c'est ce qu'on avait fait qui commence à être... on reprend pratiquement ce qu'on avait fait pour en arriver aux 200 partis. Est-ce que finalement, c'est une affaire de test ou bien des hommes politiques que vous êtes? C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Ce n'est pas seulement une affaire de test. J'ai dit tout à l'heure, bon, il y a des éléments de texte, tout ça. Et je voulais donc démontrer que ce n'est pas seulement une affaire de test, mais c'est également, en dehors des tests, c'est une affaire de le comment. Comment ça a été fait. C'est justement parce que le comment... Mais comment elle est mise en œuvre? Je sais que les amis... Monsieur Adiou. J'en arrive. Je sais que les amis qui sont dans l'UP et l'UBR retiennent ce que je viens de dire là comme un défi majeur. Et les responsables de ces deux partis se battent. Et je suis persuadé qu'ils se battront pour qu'en 2026, ils se maintiennent encore comme UP et BR, même si le président de la République sortait de scène. D'accord? Mais ce que je dis, pour ceux qui sont dans ces différentes chapelles, c'est que justement, pour réformer quelque chose d'aussi important, il faut toucher les hommes. Au-delà des textes, il faut toucher les hommes. Mais cela n'a pas été fait en dehors des hommes. Et je vous dis que la mise en œuvre n'a pas suffisamment touché les hommes. Je vais vous donner un exemple. Oui, je vais vous donner un exemple qui n'est pas directement dans le milieu mouvancier, mais qui est relatif au niveau opposition. Vous avez vu comment est-ce qu'au niveau de la mouvance, c'est contenu, les gens, s'il y en a qui veulent démissionner, on les rappelle à l'autre. Récemment, on a eu une information comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Quelqu'un d'un des deux partis qui, élu, était prêt à s'en aller ou qui était parti ou annoncer, et une autorité du pays l'a ramené à l'ordre. C'était bon, ça. Et vous avez appris ça comme moi. Mais j'étais en train de dire que la manière de faire, les hommes dont on devrait normalement obtenir, mais ce n'est pas nécessaire de créer des partis, etc. Qu'est-ce que nous remarquons au niveau de l'opposition? Délivrance de récépissé. Délivrance de récépissé. J'ai dit, au niveau de la mouvance, le désir de partir, la tentation de partir est comprimée, retenue, forcée. Non, vous ne partez pas. Justement parce que au niveau des hommes, tout n'a pas été mis en place normalement. Vous m'avez bien compris là. Et les téléspectateurs aussi doivent pouvoir comprendre. Donc j'ai dit, si l'accent avait été mis sur les hommes, la qualité des hommes, même si les regroupements étaient forcés, avec le temps, on devrait oublier et continuer de travailler pour se mettre ensemble. Et je l'espère pour les gens de la mouvance. Mais j'ai rappelé que voilà des cas concrets où des gens cherchent à démissionner et en ont été empêchés. Mais
C'est simplement, Et si je prends votre exemple... Et je donne l'exemple... Est-ce que ce n'est pas l'opposition même qui, peut-être, je ne veux pas dire incapable, mais qui ne retient pas ses hommes, laisse libre cours, fait ce qu'elle veut en réalité. Vous êtes dans votre rôle. Et je dis donc, vous voyez, je parlais des hommes, de la qualité des hommes. Si la réforme avait mis ça en exergue, cherché à toucher ça, parce que ceux dont je veux dénoncer le comportement, ce sont des hommes politiques béninois. Si aujourd'hui ils sont de l'opposition, demain ils peuvent être de la mouvance. C'est pour ça que je les mets tous ensemble. Je mets tout le système politique ensemble. C'est ça que je suis en train de dénoncer, même si j'y vais par petites touches pour que ceux qui m'écoutent me comprennent. Donc j'ai dit, le fait de n'avoir pas mis l'accent sur la qualité des hommes, ça a provoqué quelque chose au niveau des mouvanciers. Et ils sont en train de gérer ça entre eux pour que, comme on dit, n'est-ce pas, excusez-moi l'expression, l'adversaire ne voit pas ça du dehors. Et on essaie de gérer ça. Par contre, au niveau des hommes politiques qui se réclament de l'opposition, ou à peu près de l'opposition, ce n'est pas ça. Eux, parce que le problème de la qualité des hommes n'est pas résolu par la réforme, eux, ils courent, ils pensent que c'est simplement une question de récépissé, donc une question de respecter les textes, tout ça, et ils ont des récépissés. D'accord? Maintenant, ce que je veux dire touche le cœur là. Ils ont les récépissés, et maintenant, les problèmes qu'ils ont, c'est comment est-ce que nous pouvons aller aux élections législatives? Parce que la loi dit quelque part, si vous voulez aller aux élections législatives, c'est en tant que parti politique, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Et ce n'est pas tous les partis politiques de l'opposition qui sont en capacité d'affronter les élections avec bonheur. Et certains de leurs dirigeants, et c'est légitime, se battent pour pouvoir participer aux élections qui arrivent. Vous me suivez maintenant? Ils se battent pour pouvoir participer aux élections qui arrivent. Et ils sont freinés par les textes, alors qu'ils devraient être freinés par la qualité de l'homme politique. C'est-à-dire que les réformes ou la réforme du système partisan devait permettre au Bénin d'avoir une nouvelle qualité d'homme politique. Donc, quand vous parlez de qualité, par exemple, vous faites allusion à quoi? Les hommes politiques, vous savez très bien, madame, vous savez très bien que le système politique béninois, comme c'est pratiquement connu ailleurs, mais c'est quand même un système extrêmement difficile. Quand je vais être très sévère, je dis que le milieu politique béninois est pourri. C'est ce que je dis. Et beaucoup de citoyens me comprennent. Le milieu politique béninois est pourri. Il faut convertir le cœur, la conscience des hommes politiques. Il faut que les hommes politiques du Bénin, qu'ils soient de la mouvance comme de l'opposition, sachent que la politique, c'est le service. Il faut servir le peuple, mais pas se servir du peuple. Donc, ce que je dis, ce que je dénonce, concerne toute la classe politique. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris du temps, vous m'avez aidé à mieux expliquer ça aux téléspectateurs, pour qu'ils comprennent que parce qu'on n'a pas mis l'accent sur la qualité des hommes politiques, ça a entraîné différentes difficultés. Au niveau de la mouvance d'aujourd'hui, les gens essayent de gérer ces difficultés, donc de camoufler, excusez-moi l'expression, de leur derrière, pour que tout ne sorte pas, alors qu'au niveau des partis politiques dont les chefs se réclament de l'opposition, puisqu'ils ne sont pas ensemble, ou quand ils se retrouvent ensemble, la qualité ne leur permet peut-être pas de... Mettons-nous ensemble. Nous n'avons pas besoin de prendre des risques. Aujourd'hui, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont des récépissés. Et ils pensent qu'avoir des récépissés leur donne droit directement à compétir. Or, ça ne donne pas droit directement à compétir. Ça donne droit à exister. À exister. Et quelque part, la loi dit, si vous ne participez pas à 2 élections, je crois, législatives successives, vous disparaissez. Il y a quelques-uns de ces partis qui sont dans le cas. D'accord? Mais il y en a qui savent que dans la situation actuelle, ils ne peuvent pas compétir. Ce que je ne veux pas vous dire, je n'ai pas dit que je ne peux pas. J'ai dit ce que je ne veux pas vous dire, c'est ce que je sais de la manière dont cette réforme a été mise en place. Elle est autre que l'esprit? En partie. L'esprit est dedans, mais pas seulement. Pour que les gens aillent fouiller. Ce que je suis en train de dénoncer, c'est la qualité de l'homme politique béninois. Que la réforme du système partisan n'a
pas dénoncé. N'a pas dénoncé. Et c'est ce qui, malheureusement, fait qu'aujourd'hui, les hommes politiques béninois, pour leur plus grand nombre, n'ont pas compris, ne vivent pas ça de façon concrète, n'ont pas compris que la politique, c'est le service. Uniquement le service. Certains pensent, ou même la plupart, pensent que c'est eux qui doivent faire, que c'est eux d'abord. Or, ce n'est pas ça. Je suis en train de dénoncer l'ensemble du système politique béninois. Et j'avais compris, moi, je me suis beaucoup attardé sur cette question-là parce que le premier poste ministériel que le général Mathieu Kérékou m'a confié, chargé des relations avec les institutions, ça m'a permis de connaître le milieu politique béninois. Je les ai tous fréquentés et je sais ce que je suis en train de dire. Si je dis de façon globale que ce sont des galeux, je suis dedans. D'accord? Et ce que j'avais rêvé de voir pour mon pays, à l'arrivée de 2016, à l'arrivée du président Talon, c'est que cette gale-là, on puisse l'enlever. Et malheureusement, la gale est encore là. La gale est encore là. Donc, pour moi, la réforme du système partisan, c'est un relatif succès. C'est un très relatif succès. Et c'est ce que je déplore. J'espère que vous m'avez compris. La chute, c'est que le système partisan n'a pas permis, tel que c'est appliqué, ça n'a pas permis au Bénin d'avoir des hommes politiques de qualité. Pour que, vous savez, le général Mathieu Kérékou a l'habitude de dire, et malheureusement celui qui a raison, le Bénin a mal à ses enfants. Comme on peut avoir mal à la tête, le Bénin a mal à ses enfants. Et surtout, il a mal à ses enfants qui le gouvernent. C'est pour ça que j'ai pris le temps pour dénoncer ça. Effectivement, le problème, il est celui-là. C'est dans notre mental, le mental des politiques béninois, hommes comme femmes. C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de pécher. Et j'avais espéré, parce que je connaissais cette réforme-là. J'étais à l'UP. Je connaissais le contenu de cette réforme. J'ai vu les premiers écrits des textes. J'en ai dénoncé certaines dispositions. Je connaissais. Et quand le président Talon voulait annoncer sa candidature, dans un premier temps, moi j'avais dit non, je n'allais pas le soutenir. Et quand il a annoncé sa candidature, l'un de vos confrères, une chaîne, l'avait reçu à l'extérieur, n'est-ce pas? J'ai suivi ça avec un parent. J'avais dit au départ, si ce monsieur a annoncé sa candidature, j'allais le combattre. Et après, quand il a fini de parler, j'ai changé d'avis. J'ai dit à mon vis-à-vis, si ce monsieur-là fait ce qu'il dit, une fois qu'il aura pris le pouvoir, eh bien, dès demain, je prends contact avec lui pour le soutenir. Et justement, si de 2016 à 2018, j'ai soutenu le président Talon, c'est justement pour les réformes politiques et institutionnelles. Malheureusement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas marché. Je ne dis pas que c'est toujours à cause de lui, mais il avait tous les puzzles pour pratiquement imposer, entre guillemets, n'est-ce pas, la manière de faire, le comment. Justement, par rapport à cette mentalité que vous avez vraiment dénoncée, je vais dire, Monsieur Adiou, est-ce là que certains ont compris pour faire appel à une mutualisation des forces de l'opposition? Vous savez bien de quoi je parle. Ils savent bien ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent. Mutualisation dans quel sens? Les 4 ou 5 partis dont on a présenté les présidents, et puis s'ils se retrouvaient même à 6 ou 7, comment mutualiser leurs forces? En allant sur une seule liste. S'ils allaient sur une seule liste, ça veut dire que la liste, le parti sur la liste de laquelle ils sont inscrits, oui, ce parti-là va exister. Le leur va disparaître. Ou c'est leur parti qui entre complètement dans le parti de la liste commune, ou alors ce sont les dirigeants qui démissionnent de leur propre parti, qui rentrent sur la liste du parti dont ils ont retenu la candidature. Et s'ils le faisaient, eux, dirigeants, sont disqualifiés pour conduire d'autres formations politiques. C'est toujours la loi qui le dit. Donc, c'est leurs propres intérêts qui sont en train de défendre, en disant mutualisons nos forces. Et deuxièmement, en disant, parce qu'ils ont compris, mais non, dénonçons ce qui arrive.
Ce n'est pas de l'opposition qu'il faut faire, il faut faire de la résistance. Vous avez entendu ça aussi? Il faut faire de la résistance. Il faut dénoncer les élections. Pas d'élections en 2023. Pas d'élections en 2023. Il faut dénoncer la Constitution. La Cour africaine des droits de l'homme a déjà dit que. Il faut remettre la Constitution de 90 en place. Ils savent très bien ce qu'ils défendent. Est-ce que c'est cela l'intérêt du peuple aujourd'hui? Est-ce que le peuple comprend tout ça aujourd'hui? Mais ça, c'est quoi? Mais ce sont les textes d'aujourd'hui. Quand ils disent, oui, nous avons nos récépissés, ça veut dire quoi? Nous avons décidé d'appliquer les textes. Nous avons décidé de respecter les textes. Si nous décidons de respecter les textes, pourquoi une même chose et son contraire? Si nous avons décidé de respecter les textes, pourquoi? Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire? La qualité de l'homme politique béninois. Donc, ce projet n'a aucune chance de prospérer, M. Aliou? Mutualisation, oui. Je sais de quoi je parle. Je rêve grand et je veux que cela se réalise. Mais ça va laisser des plumes. Mais qu'est-ce qui empêche réellement qu'on en arrive là? La qualité. Toujours. Si les personnes concernées décidaient de se faire harakiri, ça marchera. Ça marchera. Et là, je m'excuse. Même si la manière dont j'ai parlé, que j'ai dénoncé, c'est que les autres en face, tout au moins en se taisant aujourd'hui et en choisissant de se taire jusqu'en 2026, c'est comme s'ils se sont fait harakiri. Le PRD n'a pas fait exactement comme eux, mais il a essayé de résister, et un peu comme bonus, le chef de l'État lui a fait un petit bonus en appelant quelqu'un au gouvernement. Pour lui dire, bon, tu as beaucoup résisté, bon, apportons-vous, quelque chose a été fait, etc., etc. Qualité des hommes politiques au Bénin. La qualité des hommes politiques au Bénin. Donc, ce que je suis en train de dénoncer, j'ai fini par, vous m'avez aidé, n'est-ce pas, à bien le faire comprendre aux gens. Oui, ça peut marcher à la seule condition que les gens décident de se mettre au service du pays, au service de leurs concitoyens. Mais pas en se disant, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est ça que nous dénonçons jusqu'à maintenant. C'est ça qui est à dénoncer pour que nous ayons des hommes et des femmes nouveaux dans le milieu politique. Mais comment on va avoir de nouveaux si on regarde les anciens faire pour pouvoir apprendre à faire? Il faut laisser les textes être appliqués pour que les partis se réclamant de l'opposition, qui ont des récépissés, qui n'auront pas, je ne parle même pas des 10% et autres, hein. Non, ça c'est d'autres débats, mais qui n'auront pas satisfait aux conditions de deux législatives consécutives, je crois, disparaissent. Et que la loi soit appliquée. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la loi, non. Mais ce que je dis, c'est être conséquent avec soi-même. Si je décide de remplir les conditions pour avoir le récépissé, c'est que, de façon responsable et consciente, j'ai décidé de. Et un pays, ça se respecte. Les lois, ça se respecte. Même si on n'est pas d'accord. Ce n'est pas la rue, d'abord, qui fait le combat des lois. C'est l'Assemblée nationale. Alors, M. Aliou, vous faites partie de ceux-là qui ont des réserves par rapport à la confection de la liste électorale. À qui devrait-elle être confiée pour dissiper vos craintes à vous, M. Aliou? Le débat n'est pas aussi simple que les gens veuillent bien nous le faire comprendre. Et vous posez la question à bon escient, vous posez la question à qui le sait. C'est justement parce que le milieu politique béninois est pourri, que les comportements en matière électorale étaient à dénoncer et fragilisaient notre démocratie, que, prenant appui sur un texte de loi mis en place depuis 1999, le gouvernement de Kérékou en 2003 a décidé que nous réformions le système. Et pour que ce ne soit pas seulement le système électoral qui soit réformé, compte tenu de la manière dont on voulait faire la chose, on a dit il vaut mieux profiter de ça pour faire une activité globale et globalisante, un recensement complet, n'est-ce pas, ce qui permettra d'avoir in fine un registre de personnes physiques, donc un registre de population. Le registre de population, c'est un instrument de développement pour gérer le développement. Ça, on n'a pas le temps d'en parler, etc. Donc, mais de 2004, où la loi le projet a été rendu disponible, de 2004 jusqu'à récemment,
Encore, les politiques ont torpillé. Les difficultés que moi j'ai eues, c'est parce que je n'ai pas géré ce projet-là de façon politique, que je l'ai géré d'abord dans son initiation, que je l'ai géré d'abord comme un projet technique, auquel le politique doit participer. Mais quand j'ai été mis de côté, ce sont les décideurs politiques, les députés notamment, qui ont contrôlé tout le système. Comment voulez-vous que celui qui est concerné par une élection gère tout le processus électoral avant? Il y a des biais, on peut être jugé parti, d'accord? Mais ils ont fait ça jusqu'à récemment. Et maintenant qu'ils se retrouvent, selon eux-mêmes, du bon côté, du côté de la mouvance, ils disent, mais oui, maintenant nous voulons que ce soit le technique seul qui s'occupe de la confection de la liste. Comme je l'ai dit par ailleurs, les techniciens qui sont là, je ne suis pas en train de revendiquer quoi que ce soit, non. Mais celui qui est responsable, le mandataire qui est responsable de l'ANIP, il connaît, puisqu'il était l'un de mes collaborateurs. Donc il connaît le dossier. Techniquement, il peut le faire. Mais il a aussi une couleur politique. Je ne connais pas sa couleur politique. Ce n'est même pas nécessaire. Il y a, au niveau de l'ANIP, il devrait avoir toutes les couleurs politiques. Donc, le technicien seul ou le technique seul ne suffit pas. Et je vais vous dire, il y a en matière électorale ce qu'on appelle des fraudes positives. Par exemple, j'affiche les listes telles que l'ANIP nous a donné. J'affiche les listes. Et puis, derrière, des gens viennent déchirer. Et je n'ai pas de doublons. Enfin, je n'ai pas de doubles. C'est-à-dire que pendant quelques jours, les citoyens ne pourront pas avoir accès à ça. Les doubles sont souvent chez les chefs d'arrondissement ou chefs quartier et autres. Oui, mais ils ont toujours la possibilité de consulter la liste. Je vous donne un autre élément. C'est parce que ce que j'en ai dit là, c'est le terrain. Je vous donne un autre élément que vous connaissez sûrement. Ils ont reçu les listes. Le 16, ils devaient afficher le 16. Jusqu'au 18, ils n'avaient pas affiché. À certains endroits. La raison, c'est la liste que nous avons, elle est incomplète. Si on est très soupçonneux, si on est très susceptible, on va dire, mais c'est exprès que le politique qui est caché derrière le technique a délivré des listes incomplètes. Nous sommes d'accord? Bien. Il y a d'autres exemples. Donc, il faut éviter les fraudes positives. Je sais par exemple que dans tel arrondissement, les gens sont beaucoup plus de l'opposition. Je tarde à afficher. Ou bien, c'est moi, c'est mon parti qui contrôle les élus locaux, les chefs quartiers, les CA et autres. Eh bien, ces CA et autres d'un parti politique font de la rétention d'informations. Je suis en train de vous dire les fraudes positives possibles. Et tout ce que j'ai dit, on les a rencontrés sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national. Nous, FCBE, nous avons rencontré tout ça. Moi-même, j'ai travaillé dans la 16e circonscription électorale. Et ce que je vous dis, j'ai noté. Avec des gens. Et vous les remontez, je suppose. Bien sûr, d'accord? On a remonté ça. Donc, pour éviter les fraudes positives, parce que la question que vous avez posée, qui doit s'occuper? Justement, c'est la question. Pour éviter les fraudes positives, puisqu'il s'agit de quelque chose de très sensible, il aurait fallu ne pas confier ça seulement aux techniques. Même si le technique a un travail important à faire après. Même si le technique... Alors, la situation d'aujourd'hui, c'est que c'est le technique seul qui gère. Les observations de terrain, les insuffisances sont remontées, sont également en processus de remontée. Leurs propres agents sur le terrain font des rapports tous les jours. Normalement, il faut corriger par une communication plus intense et deuxièmement, par une rallonge. Forcément. Et dire à nouveau aux gens. Mais la date n'est pas encore échue, monsieur Adio. C'est le 17. Donc, non, c'est le 16. Ça a commencé le 17, ça finit le 16. Donc, mais, je dis, ces insuffisances de terrain sont déjà sur la table des décideurs au niveau de l'ANIP. Et ce à quoi, moi, le plaidoyer que je fais, et que certains de leurs agents sur le terrain ont également constaté, c'est que
on prolonge. Il y a à certains endroits où on vous dit nos appareils ne peuvent pas enregistrer plus de 60. Nos kits là ne peuvent pas enregistrer plus de 60. Enfin, le kit, la tablette, plus de 60. Et quand les 60 arrivent, malgré le nombre qui est là, ils arrêtent. Ils arrêtent. Je suis allé à des endroits où, à 5 heures du matin, les citoyens sont déjà dans les rangs. Ceux qui arrivent un peu plus tôt que 8 heures pour faire le travail. Mais à un moment donné, tout le monde est essoufflé. OK? Donc, le travail, au fur et à mesure que le temps passe, et vous savez aussi que le Béninois, il attend les derniers jours de quelque chose pour se déplacer. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les gens se déplacent. Mais il y a ces insuffisances-là. Pour qu'on ne dise pas que exprès, le politique, le technique, qui a sa propre couleur politique, qu'il doit cacher, qu'il doit garder et travailler pour l'intérêt de tout le monde, pour qu'on ne dise pas que demain, il a utilisé sa position politique pour permettre des fraudes positives en faveur de son camp politique, alors il faut ouvrir le débat. Enfin, le débat, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, il faut ouvrir le processus pour que, à défaut... Ouvrir, c'est la rallonge que vous suggérez. Pour que, à défaut d'associer maintenant des hommes politiques pour qu'ils suivent le processus de façon officielle, que les hommes politiques le fassent comme ils sont en train de le faire, n'est-ce pas? Mais à défaut de faire ça, il faut au moins proroger et augmenter la communication. Il faut également bien s'adresser aux chefs de quartier et aux chefs d'arrondissement pour qu'ils fassent leur travail de façon républicaine. Parce que c'est très sensible. Les élections en elles-mêmes constituent des défis majeurs 2023. La sensibilité de l'enregistrement sur la liste électorale, que ça ne vienne pas compliquer la vie aux Béninois que nous sommes. Nous n'allons pas nous chauffer encore dans la maison, alors que l'Ukraine, la Russie, le Covid, les terroristes, tout ça, sont en train de nous mettre de la fumée dans les yeux, n'est-ce pas? Donc, il faut que sagesse oblige, nous devenions un peu plus sérieux et que nous organisions dans la paix les élections qui arrivent. Et certainement que les autorités en charge de cette opération vous suivent et sauront quelle réponse donner à cette situation. Et puisque nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de cet entretien, M. Adiou, nous allons aborder les défis, les perspectives pour la survie justement de ces différentes réformes que nous voulons évoquer. Comme je l'ai été depuis le début, je vais être direct et sincère avec vous. D'ailleurs, ceux qui me connaissent le savent. Je crois, ou du moins je veux croire, m'appuyant sur des réflexions de couvent, je veux croire que le chef de l'État tient absolument à en finir avec un Parlement monocolore. Donc, que lui-même, puisqu'il a annoncé que c'est son second mandat, et grâce à lui, beaucoup de Béninois comprennent la différence entre second et deuxième. Le deuxième appelle forcément un troisième et quatrième, si on veut. Mais le second n'appelle pas de troisième. Donc, puisqu'il a annoncé que ce mandat-ci est son second mandat, il nous l'a dit dans son discours sur l'état de la nation, eh bien, mon souhait, c'est qu'il travaille, comme il a toujours rêvé, à avoir une sortie honorable. Et que, enfin, les élections de 2023 soient des élections inclusives. Que tous les partis politiques qui veulent y aller, y aillent. Que les conditions permettent à tout le monde de travailler. Que les décisions du peuple, donc des citoyens, je suis en train de dire quoi là, les résultats, qu'ils soient ceux que les structures, les institutions en charge des élections proclament. Je sais, et je vais m'appuyer là-dessus,
que la démocratie béninoise, le chef de l'État du Bénin aujourd'hui, gagnerait à ce que nous ayons une élection ou des élections législatives inclusives, transparentes, que les résultats proclamés soient tout au moins à 90-95% des résultats sortis des urnes. J'ai dit 90-95% parce qu'il y a toujours des redressements objectifs que ou bien la Sénat et surtout la Cour constitutionnelle sont habilités, au regard de la loi, sont habilités à faire. Mais que les résultats des urnes qui seront affichés aux différents postes de vote, que ce soit ces résultats-là, qu'à partir des postes de vote jusqu'à la Sénat, en passant par les autres instances, la commune, l'arrondissement d'abord, la commune, etc., que ce ne soit que les résultats des urnes, sortis des bureaux de vote et des postes. Si cela est fait, c'est le chef de l'État qui va s'assurer une sortie de scène honorable, comme il en a toujours rêvé, et deux, c'est notre démocratie qui va entrer dans une phase de restauration. Nous y gagnerons tous. Et si cela est fait, parce que votre préoccupation, c'est la suivi des réformes, eh bien, c'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, quand il y aura les deux camps auxquels le peuple est habitué pour la vitalité de la démocratie, les textes qu'il faudra rappeler seront rappelés. Ceux qu'il ne faudra pas rappeler ne le seront pas. En tout cas, il y aura suffisamment de responsables au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce qui doit être fait soit fait. Quand il y a des gens qui ne partagent pas les mêmes façons de voir que vous, en réalité, leur boulot vous permet d'être aidés dans le travail que vous faites. Un opposant n'est pas un ennemi. Mes amis le savent. Et normalement, le rôle de l'opposant, c'est d'attirer l'attention. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ce qui est bon, l'opposant n'a pas besoin de dire que c'est bon. Les mouvanciers n'ont qu'à s'en occuper. Mais ce qui n'est pas bon, c'est le rôle de l'opposant de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, pour le bien de la nation. Donc voilà, pour que les choses se consolident ou soient redressées au niveau des réformes qui ont été faites, il faut que les textes qui doivent être revisités le soient dans un cadre harmonisé, dans un cadre pacifique, dans un cadre d'équilibre, un cadre inclusif qui prenne en compte les intérêts de tout l'ensemble du pays. Et ça passe par les deux grandes classes de la politique, c'est-à-dire la mouvance et l'opposition. Voilà qui a dit Monsieur Alain Aliou. Merci à vous pour donc ce bilan que nous avons fait des 6 ans de gestion, de gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon. Nous sommes en train de partir. Je ne sais pas si vous avez encore un mot pour conclure. Hein. Ce sera à propos de la liste électorale. Vraiment, l'occasion m'est donnée d'inviter tout le peuple béninois, que les gens soient de la mouvance ou de l'opposition, à sortir pour vérifier si vraiment ils pourront aller aux élections en janvier 2023. C'est un exercice citoyen qu'il faut faire. Le reste, c'est des débats au niveau des chapelles politiques. Ça se fera inbox. Merci à vous, Monsieur Alain Aliou. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour l'entretien de ce dimanche.